Ok, donc on va continuer l'interview. On a été bloqué par la batterie, tout simplement. Donc voilà, donc on est chez moi et on continue l'interview de Pierre. Donc je t'écoute. Prochaine question, je voulais savoir, que penses-tu du travail des parades en self-défense? Ben, il faut des parades. Maintenant, quelqu'un qui a fait des parades comme ça pendant toute sa vie, qui se prend un manche de pioche, qui se prend une hache, comme j'ai vu un videur de boîte de nuit dans la région, ou bien des potes qui faisaient du karaté à l'époque, qui s'étaient pris des coups de marteau, ou bien des coups de manivelle de cric parce qu'ils avaient piqué la place d'un mec sur un parking de supermarché. Tous ont eu le bras cassé. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, enfin maintenant dans l'autre vidéo, faire ça et faire ça, ou faire ça, c'est bon contre des attaques comme ça, sauf que ça c'était bon au XVIe siècle à Okinawa et qu'on est en France en 2018. Donc, si on dit ça va me permettre à faire la self-défense, oui, contre des attaques qui n'existent plus depuis plusieurs siècles. Donc, les parades. C'est global, hein, les parades. Hein, ça peut, si c'est une esquive, de toute façon c'est une esquive. On voit deux chats qui se sautent dessus, ils tournent, ils esquivent. À part les taureaux, enfin, tous les ovins et tous les bovins qui donnent des coups de tête pour jouer au mâle dominant dans le rituel de soumission. Voilà, on peut pas faire un blocage sur une voiture qui nous rentre dessus, ni sur quelqu'un qui nous attaque avec un coup de couteau ou une machette. Si on n'est pas à la bonne distance, on est foutu, quoi. Le Wadoryu avait quelque chose d'intéressant, parce que le gars faisait du jujitsu. Voilà, donc il y avait une pénétration, il y avait dans l'attaque qui était intéressante, effectivement. Mais rien à voir avec les parades comment on peut dire, à distance. Ça n'a aucun sens, quoi. Je comprends pas comment on peut justifier ça par des bunkai complètement farfelus. Même Tokitsu disait que ça n'avait aucun sens. Les bunkai qu'on essaie de trouver en France, pour justifier des trucs comme ça, contre plusieurs adversaires, alors t'en bloques un et l'autre derrière, qu'est-ce qu'il fait là? Il t'attend. Ça n'a aucun sens. Donc la parade, oui, il faut. Moi je trouve que c'est plus. Certains sports, c'est plus des parades, c'est-à-dire du show pour parader, que de faire des blocages et des machins comme ça. Même Henri Play disait faut jamais parer, faut jamais bloquer. On bloque quand on n'a pas eu le temps d'esquiver, et avec toutes les conséquences que ça va avoir, quoi. Le type il te saute dessus avec une machette, tu fais ça. T'as au moins deux bras. C'est simple. Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu trois bonhommes qui sont rentrés, alors je crois que c'est en Amérique du Sud, je crois, qui sont rentrés dans une villa pour cambrioler, et le gars a pris un katana de merde qu'il avait chez lui, une reproduction sûrement, et il a frappé sur les gars qui disaient disait-il, voulait vous violer sa femme. Et on voit les mecs, hein, ils ont un morceau comment on appelle ça, une belle entaille sur le cou, mais si ça avait été un vrai katana japonais, il aurait plus de tête. Et on voit les gars qui ont essayé de parer. Il y en a un, il a pratiquement le bras coupé en deux, et l'autre, il a la main coupée jusqu'ici, quoi. Le doigt, voilà, c'est immense. Parce qu'il a fait ça, il a voulu bloquer. Donc ça a coupé les doigts jusqu'au poignet, et ça a coupé une partie de l'avant-bras. Chaque fois qu'ils ont voulu parer, comme les coups de matraque télescopique, à chaque fois qu'on veut bloquer, on fait des fractures ouvertes. J'ai un copain qui est pompier de Paris qui était appelé sur une intervention où il y avait un gars qui baignait dans une mare de sang, et la police a dit ça devait être un règlement de compte parce que le type il a au moins une trentaine de fractures, dont 5 ou 6 de fractures ouvertes, parce qu'il a dû se faire tabasser à coups de matraque télescopique en ferraille par 3 ou 4 gars, quoi. Donc le gars il a passé son temps à vouloir parer. Il s'est retrouvé avec des fractures ouvertes, je sais pas combien, au moins 3-4 fractures par avant-bras, quoi. Fractures ouvertes, hein. Les doigts, tout ça, c'était en petits morceaux, quoi. Et les pompiers ont dit, les types, on aurait pu le mettre dans un sac tellement il dégoulinait de sang, quoi. C'était une mare de sang, quoi. Donc je dirais, il faut parer par une esquive. D'ailleurs, quand on parle un mouvement comme Age Uke,
ça veut dire uke, c'est ukelu, ça veut dire recevoir, et ça veut dire il faut recevoir, donc on reçoit pour que ça glisse, on ne reçoit pas pour que ça bloque. Et puis barai uke, quand on parle de barai uke, barai c'est haraou, ça veut dire balayer. Donc ça veut dire il faut recevoir avec un balayage, c'est-à-dire en douceur, quoi. Le mec qui balaye en faisant ça chez lui, il est noyé dans la poussière. Donc c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose... hein, je me souviens, avant de faire des katas de bâton, dans le salut au bâton, l'école Kukushinaryu, on dit otearai, ça veut dire on y va doucement, quoi. Il n'y a pas de je te donne un coup de bâton, bam, tu me pars. Il n'y a que dans les films américains qu'on voit ça. Et que ça soit dans les films de gladiateurs, dans les films de vikings, dans les films de grecs, le combat, ou même au Moyen-Âge, ou même au Japon, tous les escrimeurs sont d'accord. Si jamais on bloquait comme ça à deux mains, l'épée, elle était pétée, quoi. Je veux dire, une épée en bronze, j'en parle même pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, le type, la bataille, elle devait durer peut-être un quart d'heure grand maximum, quand il y a 3000 sur bonhomme, 3000 de chaque côté qui se tapent dessus, ça dure pas du soir au matin, quoi, quand c'est comme ça. Donc les types, ils se tapent dessus, bam, 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 ça dure un certain temps, on compte les cadavres, et puis voilà. Mais si le gars qui veut parer en mettant l'épée comme ça, elle explose. C'est pour ça qu'ils ont des boucliers. Et ceux qui paraient à deux mains et qui n'avaient pas de bouclier, ils avaient au moins un début de bouclier ici et une armure pour recevoir les coups. Donc la parade, elle est bonne, oui, c'était un bouclier, le bouclier, il est fait pour parer. Et encore, hein, un mec qui fout un coup de hache, tu fous le bouclier, tu as quand même une sacrée patate, et puis le bouclier, à un moment, il va finir par péter, quoi. Donc parer, non, c'est surtout esquiver, recevoir, balayer, chasser, mais pas bloquer, quoi. En tant que blocage, ça n'a aucun sens. Donc les professeurs de self-défense qu'on voit sur le net qui nous vendent du rêve avec des parades intérieures, extérieures, qui nous disent qu'on peut tout arrêter. Si c'est des parades chassées, pourquoi pas? Maintenant les types, ils sont là pour vendre de l'émotion, ils sont là pour vendre du rêve. Comme j'explique souvent, tant que ça déclenche une émotion, c'est du spectacle. Le but du spectacle, c'est de déclencher des émotions. Tant que ça impressionne les gens, si ça t'impressionne, ça veut dire que ça t'a déclenché une émotion. Et donc tu veux, ça t'a fait bizarre, ça t'a fait plaisir, ton cerveau a sécrété des amphétamines, voire de l'adrénaline ou du cortisol, parce que tu t'es senti un peu inquiété par ce genre d'attaque et tout ça, ça t'a interpellé, et puis tu vas aller dans un dojo qui refait les mêmes choses, parce que tu veux retrouver ce cortisol, tu veux avoir ta dose de cortisol ou d'adrénaline ou d'amphétamine, etc. Maintenant, c'est comme si tu dis les bonbons c'est bon parce que ça me donne du plaisir, seulement à un moment il n'y a plus dedans, quoi. Et ben là c'est pareil, quoi. Je veux dire, faire n'importe quoi en groupe et tout le monde est d'accord, tout le monde fait la même chose, donc on a un sentiment de force parce qu'on est en groupe, et surtout, vu que tout le monde fait la même chose, ben on dit c'est bon, on ne se trompe pas, parce que le problème, comme on dit, la vérité c'est quoi? C'est un consensus. On s'est tous mis d'accord sur que ceci s'appelle des lunettes. On s'est tous mis d'accord. Donc est-ce que c'est des lunettes? Oui, c'est la vérité. Ouais, on s'est mis d'accord que ça s'appelait des lunettes. Maintenant, c'est pas des lunettes de vue, tu vois, on appelait ça des lorgnons, on appelait ça des binocles, voilà. Parce que c'est binoculaire, tout simplement. Donc on a dit un jour, c'est des lunettes. Dans les chiottes aussi, tu as des lunettes. Voilà. Bon, bah, ouais. Mais voilà, on a appelé ça des lunettes. On s'est mis d'accord sur le fait que c'est des lunettes. Alors quand tu fais ton kata et que tout le monde fait le kata en même temps, bah, tu es heureux parce que tu as fait la même chose que les autres, donc tu as un petit peu acquis la force des autres, quoi. C'est le côté vraiment bizarre, quoi, de 5000 personnes qui font les mêmes trucs ensemble. Et ils ont une énergie, sans fort, alors qu'en face, tu n'auras pas 5000 fois la même attaque, quoi, je veux dire. Mais oui, pour moi, c'est du show, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose, mais... voilà, donc... ta question, c'était C'était le travail des parades en oui, self-défense. Non, donc, non, c'est assez spécialisé, quoi. Ça dépend de la situation et d'un tas de facteurs, si j'ai bien compris. On est toujours dans l'adaptation, c'est pour ça que je t'ai montré le texte, là, c'est vraiment très très spécifique. Il faut apprendre à la personne à ne pas paniquer, il faut apprendre à la personne à avoir confiance en elle, à laisser le corps réagir de façon instinctive, naturelle, spontanée, plutôt que de lui dire tu vas faire ça, quoi.
Et ça, c'est un bras de pété, quoi. Je veux dire, déjà, c'est un mec qui est vachement costaud, et qui travaille dans la mine, quoi. On imagine sur une nana de 40 kilos. Je veux dire, bon, ça va pas, ça va faire une nana de 40 kilos qui vole, mais avec un bras cassé, quoi. D'accord. Bah, question suivante. Comment gérer la colère? La véritable colère quand on commence à voir rouge, Alors, on perd totalement le contrôle, que faire? il y a enfin, je dirais il y a deux, trois façons, en fin de compte. Quand elle est là, c'est la respiration. Hein, il faut observer la colère. J'observe mon émotion, j'observe l'effet que me fait l'autre. Enfin, l'autre, il est neutre. Il t'insulte, ok, c'est un mot. Il te fait un geste, ok, c'est un geste. Après, toi, comment tu interprètes ce geste ne concerne que toi. Ça veut dire, tu peux très bien t'en foutre, et à ce moment-là, ça ne te fait rien. Ou tu peux te dire, il m'a insulté, et te mettre en colère, et là, ça va te bouffer le foie. Donc oui, ça va t'enflammer le foie, ça va te mettre en colère. Tu peux faire un geste que tu regretteras toute ta vie, genre sortir un couteau, genre rentrer dedans. Voilà, comme disait Greg sur la vidéo que j'ai vue hier, vaut mieux passer pour un lâche, voilà, plutôt que se retrouver à l'hôpital ou en prison en payant les soins d'un paraplégique pendant toute ta vie, quoi. Parce qu'après là, ta vie est foutue. Hein. Là, vaut mieux te suicider direct en prison, quoi. Parce que là, tu vas bosser 20 ans en prison pour payer des soins, et quand tu sortiras, à mon avis, le gars, tu devras le payer jusqu'à la fin de tes jours. Sauf si tu connais bien le juge et qu'il fait partie de ton obédience maçonnique, et à ce moment-là, tu peux magouiller, quoi. On voit ça tous les jours, quoi, les dossiers qui se perdent. Mais bon, dans la vraie vie, avec des gens honnêtes, qui ont eu un moment de colère, évidemment, ils le payent toute leur vie, quoi. Donc, comment gérer la colère? Donc déjà, comme je t'ai dit, là, il y a la respiration, l'observation pour rester calme, l'observation pour simplement être en méditation, observer l'effet que te fait, enfin comment toi tu as interprété, hein, quelle est ta réaction, hein, et ça ne concerne que toi. Et puis, autrement, il y a aussi le fait de ne pas enflammer le foie, hein. Donc l'alcool, le tabac, les sucreries, la bouffe de merde des supermarchés, tout ça, ça enflamme le foie. La suralimentation mange le foie. Le manque de sommeil bouffe le foie. Et tout ce qui va enflammer le foie va faire que tu vas être plus prompt à la colère, quoi. On dit que la colère mange le foie, mais une fois que le foie est bouffé, tu vas être plus souvent en colère, quoi. C'est ça le problème. Donc il faut chercher à épurer le foie. Donc le jeûne est magnifique pour ça. Le jeûne intermittent, encore beaucoup plus intéressant dans le sens où tu jeûnes tous les jours pendant 16 heures, on va dire, et pendant ça là, ton foie, il n'est pas sollicité, quoi, hein. Il se repose, il est pas... Voilà. Et déjà, c'est déjà intéressant. La méditation, évidemment, hein, qui t'apprend à faire une distance avec l'autre, hein, si tu veux, avec les événements du moins, et puis à observer. Voilà, à rester stoïque et à observer. Donc pour ne pas se mettre en colère, il faut être stoïque. Le problème, c'est quand on passe notre temps à regarder des films, à des jeux vidéo, des choses qui nous mettent dans l'émotion, qui vont nous faire bouger, donc qui vont nous faire nous mouvoir, émotion, donc c'est s'émouvoir. Eh bien le problème, c'est qu'on est prompt justement à être dans l'émotion, quoi. On devient tout rouge justement parce que quand on est tout rouge là, déjà, ça veut dire que le sang, il a plus de sang aux jambes, et coule tout le sang, il est dans la tête, comme ça, et ça travaille. Et c'est pas bon. Voilà, donc je pense que la méditation, une bonne alimentation, surtout crue et végétale, avec le jeûne intermittent, et apprendre à observer et simplement comprendre, hein, on peut lire les travaux d'Épithète, hein, les carnets d'Épithète qui expliquent très bien ça, qu'en fin de compte, ce ne sont pas les gens qui nous énervent, ce ne sont pas les gens qui nous font nous émouvoir, c'est nous qui nous émouvons par rapport à ce qu'a dit la personne. Ce que font les gens, en général, ce sont juste des gestes neutres. Bon, évidemment, il y a de l'intention, il y a de la colère. Mais justement, si tu te mets en colère par-dessus la colère du bonhomme, tu doubles sa colère, quoi, parce que tu rajoutes sa colère à la tienne, quoi. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est ce qu'on va travailler demain aussi, ça. C'est bien comprendre ça.
Si moi je suis en colère parce que l'autre m'a mis en colère, ça va l'exciter encore plus. Alors que si je suis complètement calme et serein, pas se foutre de lui, mais si vraiment tu es calme et serein, tu peux largement, comme une vague qui meurt, chaque fois qu'il va se mettre en colère, ça va s'écraser comme ça, et lui va pas avoir un miroir qui lui renvoie sa colère, sa frustration, il aura rien, quoi. Après, tu peux le faire à l'aïkido, quoi. Tu vas lui envoyer de l'amour, tu vas lui mettre une fleur dans le canon de son fusil, voilà, bon, ça n'arrêtera pas la balle, mais bon, ouais, pourquoi pas, on peut travailler sur les énergies positives aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut travailler son foie. Il faut vraiment faire attention à son foie, qui a une quarantaine, voire une soixantaine de fonctions dans le corps humain. Et quand le foie ne fonctionne pas, la vue ne fonctionne pas, on fait des tendinites. C'est un bon signe, ça, les tendinites. Hein, donc, on fait beaucoup de tendinites parce que justement le foie fonctionne très mal. Et donc, si vous avez tendinite, c'est pas le moment d'aller sortir les soirs de pleine lune en boîte de nuit, quoi. Question suivante. Oui. Donc, dernière question. Quel est le secret d'une bonne récupération? Alors, redis-moi ça. Quel est le secret d'une bonne récupération? Ah, le secret d'une bonne récupération. Oui. Alors, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps le secret d'une bonne récupération qui est absolument l'inverse de ce que l'on te dit sur plein de bouquins, plein d'études qui ont été faites, Moi, ça fait 50 ans que je fais les arts martiaux, ça fait 40 ans que je travaille avec des poids et haltères, sans vouloir grossir, et quand je veux grossir, je grossis, quand je ne veux pas grossir, je ne grossis pas. Et j'ai vu, en fin de compte, quel est le secret de la bonne récupération. En fin de compte, c'est vraiment de se reposer réellement. C'est-à-dire se reposer, je dirais à la rigueur, tu vas dans un chalet en montagne, tu coupes, pas d'écran, pas de télé, pas de radio, à la rigueur tu jeûnes, ce qui n'est pas idiot, pour enlever toute l'acidité du sang, pour enlever toutes les toxines, tous les déchets, le corps, en sachant que le corps il va fabriquer des protéines, au moins 80% avec le recyclage de tes propres cellules mortes, donc il va fabriquer des acides aminés avec ça et des protéines, donc on n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Je dirais que la bonne récupération, c'est au moins 2 jours de jeûne, tranquille, dans la montagne, sans musique, sans sollicitation. Parce que tu as plusieurs sortes de récupération. Tu as la récupération nerveuse et tu as la récupération physique. La récupération physique, il suffit d'arrêter de t'entraîner. Seulement le problème, c'est que si tu t'arrêtes de t'entraîner et que tu bouffes comme un dingue, et que tu prends, c'est-à-dire que tu n'as pas fini d'éliminer les déchets, que tu refous des protéines par-dessus, alors que ton corps il est bourré d'acidité, et que tu refous des aliments acides, produits animaux, là c'est pas bon, hein, ça c'est le truc à la con. Et puis la récupération nerveuse, c'est que si tu dors pas assez, tu peux pas assimiler, tu peux pas récupérer, tu peux pas cicatriser. Donc la vraie récupération, c'est le sommeil. Mais pour la récupération nerveuse, et qui va te permettre d'avoir un bon sommeil, qui va te permettre de cicatriser, d'éliminer les toxines et de bien récupérer, donc nerveusement. Et après physiquement, c'est dans la durée. Tu vas te reposer 2 jours, 3 jours comme ça, et tu vas avoir un bon sommeil. Le bon sommeil, c'est pour la récupération nerveuse, et le bon repos avec le jeûne, c'est pour éliminer les toxines. Pour vraiment vraiment vider totalement les toxines. Et parfois, il faut 2 jours ou 3 jours. Et il faut bien comprendre aussi que les gens qui te disent « moi je m'entraîne malgré que j'ai mal et que je continue, je prends un café et je retourne à l'entraînement », ceux-là, il ne faut pas les écouter. Ceux-là, ils n'ont pas lu les bons bouquins, quoi. Ils ont lu les bouquins Weider des années 80 qui, eux, vendaient voilà. Ils vendaient des programmes de muscu, ils vendaient des machines de muscu, ils vendaient des abonnements dans des salles, sauf que tous les mecs qui étaient dans leur salle à eux, chez eux, au Gold Gym, etc., ils étaient tous dopés au Dianabol. Donc leur programme ne marche que si tu es dopé, faut pas être con non plus. Donc là, je fais partie de la génération qui a essayé tous leurs programmes et on voyait bien que ça marchait pas du tout. Ça ne marche que si vraiment tu fais comme les grands champions qui te montrent en vitrine, hein, les Da Silva, les Schwarzenegger, les Franco Colombo, les Robbie Robinson, d'ailleurs qui a écrit un livre en expliquant qu'ils étaient dopés aux hormones de croissance, quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est les programmes qui les ont musclés.
Quand tu vois un taureau et une bête de concours, on leur fait pas faire de la musculation, on leur donne des hormones de croissance et du clenbuterol. Donc c'est pas... Voilà, voilà, les gens qui se dopent, ils peuvent se doper sans faire beaucoup de muscu, je dirais peut-être même sans en faire, et ils vont avoir une super musculature, quoi. C'est mieux si tu t'entraînes, hein, mais bon. Ben oui. Donc la récupération, comme je dis, récupération, principalement, c'est arrêter la bouffe, ne rien manger du tout, boire, oui, boire de l'eau, hein, voilà, boire tranquillement, ou des tisanes, pour nettoyer le sang, reminéraliser, et surtout dormir comme il faut. Moi, si je devais récupérer, c'est 3 jours enfermé dans le noir à dormir, voilà, voire écouter de la petite musique douce, tranquille, qui peut me détendre, faire un petit peu de méditation, voir personne, ne pas toucher à l'écran d'ordi, voilà, ça peut être ça. Mais c'est surtout ne pas rajouter de l'acide avec de l'acide, c'est-à-dire quand on a le corps qui est fatigué, on a des courbatures, on sent sale, ça nous gratte de partout, on est bourré d'acidité, c'est là les courbatures, il faut laisser le corps cicatriser, et il ne faut pas se bourrer de protéines comme on nous dit pour aider à cicatriser. On va rajouter de l'acidité à l'acidité, quoi, qu'on a déjà en nous. Donc il faut laisser le taux d'acidité descendre. Un truc qui est bien d'ailleurs, c'est les jus verts. Parce que c'est pas vraiment glucidique, c'est pas vraiment... bon, tu as des acides aminés disponibles dans la salade, le concombre, les choux. Voilà, c'est un bon truc, le jus vert va complètement désacidifier. J'ai fait l'expérience, par exemple, la pastèque est magnifique. Alors là, c'est l'arginine et la citruline, jus de pastèque avec la peau, hop, tu prends ça pendant 2-3 jours. Bon, je conseille quand même de mettre du céleri, quand même, des branches de céleri branches, de façon à pouvoir avoir un petit peu de sodium, parce que c'est vrai que c'est très riche en potassium, la pastèque. Si on ne veut pas passer notre temps à pisser, c'est bien d'avoir un petit peu de sodium. Donc oui, la pastèque avec des jus verts pendant une journée ou deux, voilà, une journée de jeûne et 2 jours de jus, ouais, c'est très bien, ça peut être intéressant. Mais surtout, en étant vraiment décontracté, faire des bains de soleil s'il faut, voilà, ou s'enfermer au chaud si c'est l'hiver, un petit sauna tranquille, infrarouge long, pendant une demi-heure, voilà. Après, je pourrais dire des bains chauds, des bains froids, des douches froides, tout ça c'est intéressant, mais ça dépend de l'état dans lequel tu es, quoi. Mais déjà avec ça c'est top du top, là t'es parti. On ne peut pas te permettre, par exemple, quand tu es dans une fatigue extrême, en disant tiens, je vais pousser lourd ou je vais prendre des bains glacés, alors que ton corps il en peut déjà plus, ton système nerveux est HS. C'est-à-dire si c'est juste une fatigue musculaire, oui, douche froide, sauna, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment le corps il en peut plus, il peut plus s'adapter, il n'est plus dans l'adaptation, le sauna et le bain froid, ça va le flinguer, quoi. Ça va flinguer les nerfs, je veux dire, hein. Donc là, ça va commencer à serrer derrière la tête, tu vas commencer, je ne sais pas si on avait appelé ça le syndrome de Neptune, je ne sais pas quoi, des démangeaisons partout, tu as des bouffées de chaleur, tu es à 2 doigts du burn-out, quoi, faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que quand les gens ils me disent, moi je suis crevé, je rentre du boulot, j'en peux plus, j'ai une tête comme ça, je prends un café, du Reapers, comme il disait Greg, et puis après je vais à l'entraînement. Ouais, bah d'accord, mais enfin demain matin je te dis pas la tronche, quoi, parce que le corps t'a rajouté de l'acide à l'acide, il est bourré de déchets, tu refais des déchets, il était en catabolisme extrême, tu refous du catabolisme extrême, quand est-ce qu'il anabolise, quoi? Non, 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 la récupération c'est l'anabolisme, hein. Donc tu continues à balancer les toxines, mais surtout tu cicatrises et surtout la récupération nerveuse. C'est le principe de la voiture. Quand ta voiture est complètement HS, c'est bien de mettre de l'essence, mais c'est bien de regarder si la batterie marche. Parce que toi, même si pendant 2 jours de repos, ton corps s'est reposé et que tu as écouté du hard rock pendant tout le temps, avec des lumières qui clignotent, et que tu as dormi 4 heures toutes les nuits, je suis pas certain. C'est du genre, je vous accompagne en boîte, mais je danse pas, quoi, tu vois. Et puis donc tu es là, puis bam, 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 et puis tu rentres. Voilà, bon. À mon époque, il y avait de la clope en plus partout, les vapeurs d'alcool qui puaient, tout ça. Donc j'imagine le gars qui dit, bon, moi, je suis fatigué, mais je vais en boîte, mais je ne danserai pas parce que je suis fatigué. Nerveusement, il ne peut pas récupérer. Avec les lasers, avec les lumières stroboscopiques, ça te crispe et tout ça, quoi. Donc en fait, il faut se mettre l'essence à l'abri un peu. Il faut se mettre au vert.
Ok. C'est ce qu'on appelait ça, on appelait ça se mettre au vert avant. On se mettre en disposition de guérir, dans la disposition de guérir. Quand quelqu'un était malade, avant dans les villes, il y avait beaucoup de scories, il y avait beaucoup de fumée, il y avait beaucoup de fumée qui retombait sur les gens, ils s'en prenaient plein la gueule, il y avait la tuberculose, il faisait humide, ils foutaient parfois du bois de chauffage ou du charbon dans les cheminées, il y en avait plein sur les murs. Voilà, donc il faut des putains de tuberculose. On mettait les gens dans la capacité de guérir en les mettant au vert. Les bourgeois envoyaient leurs femmes malades, phtisiques on appelait ça à l'époque, chez la famille de leurs gens de maison, qui habitaient à Trifouilly-les-Oies. Voilà, quoi. Et donc pendant ce temps-là, les gens étaient au vert. Donc ils se couchaient quand la nuit tombait, ils se levaient quand le jour se levait, il n'y a pas d'électricité, voilà, et ils étaient tranquilles, voilà. Puis le vert c'est bon pour le foie, il paraît, la couleur verte c'est apaisant et c'est très bon pour le foie. Donc ils régénéraient leur foie, ils se régénéraient, et voilà, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus rien. Je pense que c'est ça, la vraie récupération, c'est comme moi quand j'allais pour récupérer, j'allais au monastère, j'allais méditer, tout ça. Bon, il y avait quand même des cérémonies, je prenais des douches froides, etc. Mais là, on passe dans une autre dimension où on récupère physiquement, on récupère nerveusement, et puis on vide le mental. Et là, le seul mot à dire, c'est que c'est zen, quoi. On est vraiment dans la zénitude où on a fait le vide. Parce que dire, je vais physiquement me détendre, je vais nerveusement récupérer, et puis je vais lire des bouquins avec des actions qui sont plus ou moins stressantes, et la nuit je vais faire des cauchemars, où je vais ruminer des problèmes, c'est pas mieux non plus, quoi. C'est pour ça que je disais, pas de téléphone, pas de... Voilà, rien de spécial. Juste une petite musique douce, tout ça. Ou effectivement, faire de la méditation du matin au soir. Je proposais beaucoup ça avant, c'est-à-dire le jeûne, la méditation. C'est très intéressant, quoi. Mais bon, voilà, faut faire ce que le corps réclame, quoi. Sauf que le corps, quand il est en hyperacidité, souvent il a envie de continuer à bouger, parce que c'est comme si on met de l'acide dans une batterie, à l'effort, ils vont éclairer 10 fois plus avant de s'éteindre définitivement. Donc c'est un petit peu le petit, je ne sais plus comment on s'appelle, le petit calme avant la tempête. Je me souviens de ma belle-mère quand j'avais 20 ans qui m'expliquait que sa voisine a été multicancéreuse, elle avait été à l'hôpital, et puis tout d'un coup elle s'est levée et elle allait super bien. On ne savait plus, regardez, non, pas de problème, aucun symptôme et tout, elle rentre chez elle, elle nettoie la maison pendant 2 jours, elle remplit les papiers, elle se couche et elle meurt. C'est un petit peu cette étincelle, ce ravivement de flamme juste avant de s'éteindre. Donc elle va préparer la maison, elle va être préparée à partir et elle meurt, quoi. Donc voilà, c'est pas toujours bon signe quand on se dit j'ai envie de continuer à bouger. Il faut quand même être raisonnable, ça veut dire se servir de sa raison en disant je viens de me taper un trail, j'ai couru 120 bornes. Le lendemain, j'ai la patate, j'ai envie de courir. Comme moi, ça m'est arrivé de dire ouais, super, je vais aller à l'entraînement. Parce que ça veut dire que mon corps est encore plein d'acide, les nerfs sont au taquet, et j'ai vraiment envie de continuer parce que je reste dans le catabolisme et dans l'action, quoi. Mais c'est plus mon corps qui se dit attends, t'as couru comme un maladière, donc aujourd'hui je vais voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que j'aille puiser dans les réserves de magnésium? Est-ce qu'il faut que j'aille piquer les minéraux de calcium dans les os? Est-ce qu'il faut que j'aille bouffer un maximum de réserves d'acides gras essentiels et d'acides aminés? Il essaye de voir ce que tu vas lui demander. Si tu lui demandes encore au taquet, bah, tu vas le faire, il va te donner ce qu'il faut, mais là tu vas être complètement HS. Ou si tu t'arrêtes, il va dire ok, c'est bon, j'ai compris. Et là, il va vraiment se décontracter et passer en catabolisme et à récupérer. Mais c'est vrai que sur une période de 2-3 jours ou de 4-5 jours où tu t'entraînes tous les jours, tu peux passer au-delà de la fatigue parce que le corps, il se dit attends, il ne veut pas que je me repose, donc tu vas continuer à puiser dans tes réserves. Et dans le mot puiser, il y a le mot épuisement. Hein. Ça veut dire que, enfin, dans épuisement, il y a puiser. C'est-à-dire qu'à force de puiser de plus en plus profond dans tes réserves nerveuses, minérales, d'enzymes, d'acides aminés et de tout, quoi, énergique, hein, bah, tu vas tomber comme une masse.
Ben, ça m'est arrivé comme ça, quand je suis sorti de l'armée, d'aller bosser tous les matins, et puis un beau matin, je me lève et boum, je tombe, quoi. Parce que malgré mon boulot marteau-piqueur pelle-pioche, en plein hiver, je partais le soir en courant, je faisais une heure et demie de boxe. Hop, je prenais mon sac à dos, je partais au UC Cambulo, je faisais 1 heure et demie UC Cambulo, hop, et je rentrais chez moi, je repartais en courant, et il devait être minuit quand je me couche, et il était 6 heures quand je me levais, pour faire mes pompes, mes abdos, et puis partir après faire mon marteau-piqueur pelle-pioche. Et les jours où j'avais pas les arts martiaux, je faisais de la muscu avec un copain qui était fusilier marin commando, un ancien Fumako, et on s'entraînait, donc tous les jours, et c'était comme une drogue. Ça veut dire, et un beau matin, je me suis levé, le corps, il a dit, non, t'arrêtes là. Et boum, et je suis tombé dans les pommes, quoi. C'est une vraie dépression, quoi. Une dépression physique, parce que le moral, au taquet, hein. Mais physiquement, le son, il n'arrivait plus à la tête. Il n'y avait plus assez de pression. Ah, par contre, j'étais sec, hein, là, j'avais pas 1 millimètre de gras sur le corps, les muscles, c'était Bruce Lee puissance 10, toi. Mais le corps, il avait bouffé toutes les réserves, là, il n'y avait rien à bouffer, là. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, hein, donc c'est vrai qu'il faut penser l'énergie, hein, c'est-à-dire la batterie, hein, donc les nerfs, hein, donc il faut vraiment se reposer, pas de bruit, pas de lumière trop forte, une petite chaleur, voilà, donc ça c'est vraiment pour se relâcher, pour se détendre, une petite musique douce s'il faut, loin des soucis, loin des gens parasites, hein. Il y a toujours des gens négatifs qui viennent te pomper ton énergie, hein. Et puis physiquement, bah voilà, tu fais rien, tu te reposes, tu marches un petit peu dans la forêt si tu veux, tu embrasses les arbres, tu t'assois tout nu dans la mousse, enfin, toi puis alors l'idéal c'est dormir en forêt, quoi, toi, tu dors en forêt dans une toile de tente, voilà, et puis tu fais ça près d'une source, ça peut être ça aussi, 3 jours près d'une source, à écouter le chant des oiseaux, et là tu as les solutions, quoi, tu vois. Après, comme je dis, c'est pour ça que je donne plusieurs solutions, parce que ça dépend où tu habites, ça dépend si tu as la possibilité d'aller en forêt, ça dépend si c'est l'hiver. Parce que si je te dis tu vas en forêt, le mec il va dans une grotte ou en forêt, quand il fait -10, ça m'étonnerait que le gars il va vraiment pouvoir dormir pour se régénérer. Mais c'est vraiment l'idéal, hein. Si tu as des animaux de compagnie, bon, tu passes avec tes chats et tes chiens, voilà quoi, voilà, les animaux en forêt, quoi, pourquoi pas. Moi je faisais camping sauvage, et puis un beau jour je sens comme ça, quoi, je me suis retrouvé comme complètement boulé sur 3-4 mètres parce que j'avais juste une bâche par-dessus, puis il y a un sanglier qui m'avait boulé, quoi. Voilà, quoi. Parce que les chasseurs, quand ils tirent le sanglier, c'est pas la légitime défense, hein. Bien qu'il y en a il y a 2 chasseurs qui se sont fait bouler là aujourd'hui, je crois. Mais voilà, c'est pas la légitime défense. C'est pour le sanglier, c'est la légitime défense. Mais le mec qui voit un sanglier qui tire, parce que le sanglier, voilà, il se barre parce que la femelle, elle se barre avec les petits, quoi. Donc lui, il se met en. Tiens, tu m'as vu, tire. Comme ça, il protège les petits, tu vois. Ça, si on le sait pas, voilà, c'est grave, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de solutions, mais si on doit, c'est dur de résumer en quelques mots, hein, mais simplement qu'il faut comprendre qu'il y a l'âme, il y a les nerfs et il y a le physique. Donc déjà ça, si on veut que les 3 soient en harmonie, il faut reposer les 3, quoi. Donc vider le mental, hein, qui empêche l'âme de communiquer avec ton corps, hein, vider le mental, donc la méditation. Reposer le corps pour que le corps puisse cicatriser, pour éliminer les toxines, se régénérer, et puis nerveusement, ne pas sursolliciter, ne pas continuer à solliciter. Tu coupes, voilà, comme on dit, hein. Si tu peux être loin de l'électricité, c'est encore mieux, hein. C'est pour ça que tu dors dans une toile de tente tranquille au milieu de la forêt, où au moins t'es pas... Ou la belle étoile d'ailleurs. Comment? Ou la belle étoile. Oui, ou la belle étoile. Tout dépend, voilà, ça dépend des moustiques tigres, des frelons asiatiques, des tiques. Voilà, il faut penser à tout ça, voilà. Voilà, faut pas être fou non plus, mais oui, tout à fait, ouais. Ça dépend des saisons, ça dépend du lieu, ça dépend, comme je dis, des dangers autour. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une réponse assez complexe, et ça peut se faire que face à face de la personne qui m'explique qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, d'où elle vient, voilà, quelles sont ses passions,
quels sont ses projets, et quelqu'un qui vit constamment dans les projets, il ne vit pas dans le présent, quoi. Donc l'espoir, c'est-à-dire l'attente, le projet constamment, ça devient une tension qui devient insupportable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet, hein. Je dis simplement, ces gens-là oublient le moment présent. Ceux qui vivent constamment dans le passé, c'est pas mieux, hein. Ils sont tirés vers l'arrière, et ils sont rigides, et ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir aussi, hein. Donc, comme disait Hatsumi, il faut vivre au moins 70% dans le présent, 20% dans l'avenir et 10% dans le passé, quoi. Mais pas plus, quoi. Maintenant, si tu es historien, tu vois, ou si tu travailles dans les entreprises pour faire des projets, voilà, après, c'est comme, faut pas dire, Bordas, il a dit ça, pam, pam. Voilà, donc ça, tout dépend de tellement de choses, tellement de facteurs différents. Mais bon, le principe, c'est de couper. Pour récupérer, il faut faire l'inverse de ce que tu fais qui t'a fatigué. Ça paraît logique comme Il ça. n'y a rien de plus logique, hein. C'est comme le mec qui dit ça fait 30 ans que je suis dans une mine de sel et je comprends pas, j'ai le cancer de ça, tu vois. Le cancer des reins, par exemple. Peut-être qu'il faut qu'il sorte de la usine de sel et qu'il se mette dans un endroit opposé où il y a beaucoup de potassium mais pas de sel, pas de sodium. Voilà, donc je veux dire, une maladie, ça vient pas comme ça, quoi. Je voyais une jeune fille là, qui s'est mis, qui a 25 ans, qui a acheté un terrain, et qui s'est mis dans un camion et qui vit là, dans le sud-est de la France. Et je crois que c'est du côté d'Outé, hein, et qui, quelqu'un lui posait la question, dans un truc en direct, en gros, on a parlé de la maladie, mais pourquoi elle serait malade? En disant, ça fait un an que tu fais ça, est-ce que tu n'es pas malade? Et pourquoi elle serait malade? Je veux dire, si elle est dans l'endroit le plus merveilleux, le plus sain qui est possible, pourquoi elle serait malade? La seule chose qu'elle peut avoir, c'est des réactions d'élimination de toutes les merdes qu'elle a fait par le passé, auparavant, c'est-à-dire des fièvres pour brûler telle ou telle toxine, des diarrhées pour balancer telle et telle saloperie, voilà, des réactions cutanées, voilà, mais simplement des rééquilibrages du corps, quoi, tout simplement, parce qu'à son âge, son système immunitaire, il est fait, elle ne va pas faire des oreillons ou une rougeole, mais voilà, pourquoi elle serait malade? Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de stress, elle est avec des chiens, elle a tous les jours les pieds dans l'humus, elle n'est pas au bruit, voilà, il y a des vaches, des champs avec des vaches, il y a un petit village tranquille à côté. Pourquoi 99,9% des maladies, je dirais, puisqu'il faut, je ne compte pas la génétique, ça vient du stress. Moi, quand j'avais 10 ans, on me disait le cancer, ça vient du stress. Et maintenant, 60 ans après, ou enfin 50 ans après, on commence à dire ah oui, mais il paraît que ça vient du stress. Voilà, parce que Gerson, c'est pas Gerson, c'est Gernez, je crois. Il avait fait une enquête. Je crois que c'est lui, hein, dans un monastère où il y avait des bonnes sœurs et tout, pour s'apercevoir est-ce que c'était le tabac, la viande, etc. C'est des gens qui mangeaient très peu de viande, qui n'étaient pas du tout stressés, et qui n'étaient pas stressés par la pollution, mais il y avait quand même des sœurs qui faisaient des cancers, et on s'est aperçu, en fin de compte, en tout cas sur le cas que j'avais étudié, que c'était quelqu'un dont la famille avait refusé le fait qu'elle était bonne sœur, et parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et puis que la lignée allait s'éteindre, etc., etc. Elle était coincée dans son stress, en fait. Le stress des autres, quoi, si tu veux. Donc il y avait un petit sentiment de culpabilité qui était là. Elle avait réussi toute sa vie, plus ou moins, à combattre ça dans la joie, l'amour et la vie en communauté. Et puis sur la fin de sa vie, elle s'est revenue dans ses contemplations, dans ses méditations, et puis voilà, quoi. Et puis elle avait aussi des échanges épistolaires avec sa famille, donc quelque part, voilà, elle n'était pas isolée. Mais peut-être que vers la fin de sa vie, sa mère, avant de mourir, tu vois, elle lui avait reproché ça aussi, hein, donc, et puis là tu ne peux pas rediscuter puisqu'elle a disparu. Donc il y avait ce côté familial qui avait créé un sacré problème. Et d'autres, c'était encore d'autres problèmes. Donc on pense effectivement que le cancer vient du stress. Maintenant on peut rajouter la pollution, le four à micro-ondes des voisins, les Wi-Fi, les Bluetooth, les 4G, les 5G, les satellites. Avant, je me souviens, quand les petits vieux, dans les années 60, quand le temps changeait, ils disaient c'est à cause de la bombe atomique, ça fout tout le climat en l'air. Et s'ils connaissaient HARP, qu'est-ce qu'ils diraient maintenant, quoi, je veux dire. Voilà.
Donc, une autre question comme ça, spontanée? Une autre question spontanée non. Ben voilà, tu sais ce que disait Arnaud Desjardins, il disait la vraie paix, hein, on peut dire la paix de l'esprit, hein, comme on peut dire, pas l'illumination, mais la vraie mentale, c'est pas quand toutes tes questions auront eu une réponse, c'est quand tu n'auras plus de questions. Et à partir de là, c'est bien. C'est intéressant hein, aussi d'avoir fait la paix et de pas... parce que quand tu n'as pas de questions, tu n'as pas d'attente. Donc quand tu n'es pas dans l'attente, eh ben, tu es dans l'ici et maintenant. Parce que tu sais que le moment présent, c'est tu es là au meilleur endroit, au meilleur moment pour apprendre ce que tu as à apprendre. Donc tu fais confiance à la vie, à Dieu, au cosmos, au grand architecte de nos amis Latruelle. Mais voilà, donc tu es là, tu fais confiance à la vie, donc tu n'as pas à stresser. Tu comprends? Donc, alors que si tu dis, ouais, demain je vais apprendre ça, je vais faire ci, toi, non, tu es ici et maintenant, et tu as confiance en l'univers, tu as confiance en toi, et tu sais que tu es à au meilleur endroit, au meilleur moment pour ta vie. Ça veut dire que notre rencontre, elle a été décidée avant ta naissance, quoi, avant ma naissance, avant la naissance de mes parents, quoi, et de tes parents. Donc, ça a été décidé il y a très longtemps, quoi. Voilà, donc, pour entendre ce que tu as entendu. Et oui, comme ça, parce que moi, j'ai pas prévu ce que j'allais te dire, puisque je connaissais pas les questions. Bah oui. Donc, tu vois, comme on dit, c'est Ishin Denshin, c'est je parle de mon âme à ton âme. Et pour les internautes, ben c'est pareil. Ils vont peut-être entendre tous ces réponses, toutes ces questions, ou ça va leur passer par-dessus, parce que l'ego, c'est comme dans le texte, hein, tu as vu, l'ego, c'est la première chose qui va vous empêcher d'évoluer parce que vous êtes dans l'orgueil, dans l'arrogance. Je sais ce qu'il dit, c'est faux, c'est pas vrai. Quand c'est des mômes qui ont 14-15 ans, bon, ça peut se comprendre. Ils sont dans le Naruto avec leurs jeux vidéo, ça peut se comprendre. Quand c'est des mecs qui ont 60 ans ou 50 ans, je veux dire, merde, à 60 ans, tu pourrais comprendre au moins que ce que je dis est vrai. Ou alors t'as rien vécu, ou t'es resté fonctionnaire dans ton bureau toute ta vie, mais t'as jamais foutu le nez dehors, il y a un truc qui va pas là, tu vois. Pour être sclérosé à ce point-là, il y a un truc. Donc je pense effectivement que je m'adresse à l'âme des personnes, c'est-à-dire aller au-delà de l'ego, et même si la personne reçoit ce message aujourd'hui, et dans 1 an ou 2 ans, 3 ans, quand il aura ce qui doit lui arriver, hein, ce que disait Jung, hein, il disait ce que tu ne veux pas savoir, l'épreuve que tu ne veux pas passer par lâcheté, tu refuses telle ou telle épreuve dans la vie, eh bien, la maladie ou l'accident te forcera à l'accepter. Parce que tu es né pour ça, tu es né pour me rencontrer, comme je suis né pour te rencontrer, comme je suis né pour rencontrer Charlie, toi aussi. Salut Charlie. Je sais où est Charlie, j'ai trouvé Charlie, il est là. Donc en fin de compte, le principe c'est ça, quoi. Le principe c'est, on est là pour vivre quelque chose qui va faire évoluer notre âme, ou un groupe d'âmes, où plusieurs personnes font évoluer la même âme, hein, ça peut être ça aussi, mais si on refuse d'évoluer, ben, ou on revient, ou bien on a un accident, voilà, mais un accident ça peut être quelque chose, hein, comme je disais, le gars qui dit oh, tous les matins il faut que je me lève, il faut que ça me fait chier, il faut que j'aille bosser, ben, un beau jour il va traverser la route, boum, il sera sur un fauteuil volant toute sa vie et il n'aura plus besoin de se lever et d'aller travailler. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'occupes de ton âme? Est-ce que tu l'écoutes? Ou est-ce que qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as tes 800 € par mois d'handicapé là? Tu fais quoi? Ah voilà, c'est ça le truc aussi. Il faut passer à autre chose. Et malheureusement, j'en vois beaucoup. Ils sont hémiplégiques, mais ils vont essayer quand même à fumer, à boire de l'alcool, à bouffer de la merde, donc ils vont finir tétraplégiques. C'est bête, quoi. Je veux dire, quand tu arrives à un moment où tu as une capacité de te dire « Attends, je vais m'en sortir en arrêtant mes conneries », et que tu continues, le corps il dit « Bon, t'as pas compris, hein, maintenant, ou tu meurs, ou je te donne une deuxième chance en te faisant un accident encore pire. » Enfin, tout ça, ouais, ça fait très longtemps, très très longtemps, ça fait au moins 40 ans que je sais ces choses-là. Et ça m'a été enseigné par des gens quand j'avais 14 ans, qui était un ancien qui avait fait le marquis du Vercors, hein, un ancien résistant. Et ouais, c'est vraiment à lui que je dois tout. Hein, donc vraiment, vraiment. Et c'est pas par hasard que je l'ai rencontré. Hein, J'avais 14 ans et j'étais bénévolement remplacé des soigneurs d'animaux dans un jardin d'animaux qui récupéraient des animaux blessés et qui les soignaient.
Il y avait un qui était malade, et comme depuis l'âge de 10 ans, j'étais dans les clubs de protection de la nature, donc j'avais été avec l'association, et je suis resté pour bosser tout l'été, hein, juillet-août, pour pouvoir être près des animaux et tout ça, et c'est lui qui m'a enseigné tout ça. Et pendant 40 ans, il n'a pas arrêté de continuer à m'enseigner comme ça régulièrement. Et voilà, il m'a appris énormément de choses sur le végétarisme, sur le karma, sur tout ça. C'était vraiment un des premiers, j'allais dire, naturistes, c'est-à-dire des gens qui mettaient la nature en exergue. Et puis, voilà, il a été à l'origine avec plusieurs personnes de Sonne d'ailleurs, des auberges de jeunesse, la création des auberges de jeunesse, et voilà. C'était quelqu'un de très important et voilà, qui m'a montré qu'il y avait une autre voie que la voie complètement... et j'ai mis du temps, hein, j'étais fils militaire, donc j'ai mis du temps quand même à redresser la barre, quand même, hein, à redresser justement, à dire, bah, toi t'es là et t'iras là. Peut-être qu'il y a d'autres voies que ce qui est tracé tout droit, comme ça. Si on écoute son âme, si on se laisse aller un petit peu, si on regarde les signes, hein, c'est le principe d'écouter les signes, ça c'est très important. Tu vois, par exemple, là, il y a eu un bruit, quand j'ai parlé, il y a un bruit, c'est pas un hasard. Et je discutais avec un yogi un jour comme ça, et on parlait, et look, il y a un oiseau qui est tout sur le mot qu'il venait de dire. Et il me dit, tu vois, ça c'est pas un hasard. Il y a combien de chances sur 1 milliard que, quand je te dis cette chose-là, que l'oiseau, il vient pour souligner cette chose-là. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ah, Bordas, t'es parti, parce qu'il y en a qui me disent, ah, ça décrédibilise complètement ton truc. Alors, quand c'est des mecs qui ont 30 ans qui me sortent des trucs comme ça, je dirais, vis un petit peu plus, et on en discutera après. Tu verras quand la vie t'aura donné les épreuves pour t'ouvrir un petit peu le crâne et ton cœur, peut-être que tu changeras d'avis. Et souvent, je reçois des coups de fil ou maintenant des mails de gens qui me disent « ce que tu m'avais dit il y a 30 ans ou il y a 20 ans, ça m'est explosé en pleine gueule quand je me suis retrouvé dans telle ou telle situation. » Il me dit « au début, je croyais que tu racontais des conneries. » Et maintenant, je m'en aperçois. Mais oui, c'est normal, c'est comme moi, j'avais 14 ans, celui qui m'en parlait en avait 50. Et forcément, j'allais pas critiquer. À l'époque, on respectait les anciens. Il n'y avait pas Internet, on ne se cachait pas derrière des masques. Avec des pseudos Miyamoto, Minera Rabouri, machin truc, en traitant les gens de crétins. Avec un petit samouraï Lego comme Avatar et insulter tout le monde. Bah bon, voilà, quand t'as 13 ans, tu fermes ta gueule quoi, devant quelqu'un de 60 ans. Quoi. Bon, voilà, c'est tout, t'as rien à dire. C'est pas parce que t'as vu 3 vidéos et que t'as regardé Google que t'es le roi du monde. Hein. Wikipédia, voilà. Si Wikipédia écrit par des gosses de 13 ans, ce sera Wikipédia pour les enfants de 13 ans. Voilà, donc faut arrêter les conneries. Voilà, donc c'est quelqu'un de qui avait une bonne expérience de vie qui m'a enseigné et ça m'a vraiment changé ma vie et j'ai pu changer la vie de plein de personnes et voilà, et il y a plein de choses qu'il m'a dit qui me reviennent encore maintenant et c'est surtout que ça m'a donné envie d'aller chercher des bonnes lectures hein, comme Robert Lasserre, comme Arnaud Desjardins, comme il s'appelle, ben voilà, comme Deshimaru Sensei, Vivekananda, tous les gens que j'ai suivis comme ça, j'en oublie plein, quoi, mais ça peut être Nyoki Sakurazawa, Oshawa, ça peut être plein de gens comme ça, Michio-kushi, voilà. Et j'ai rencontré par la suite plein de personnes comme Atsumi, ou Ryabko, ou Mushizuki, qui m'ont vraiment fait avancer, hein. Il s'appelle Koshitoei aussi, Michio-kushi, qui m'a fait aussi beaucoup avancer. Donc Michio-kushi, c'est le gars à 70 ans qui te disait devant un parterre de médecins, voilà, faut faire ça, manger comme ça, manger comme ça. Et la première question, le gars, mais ne vous avez pas peur d'être en carence? Il enlève sa veste, il remonte sa chemise, à 70 ans, il monte son bras, il dit, regardez, pas une tache de vieux, pas une ride, pas un grain de beauté. Moi je peux le dire à 60 ans, mais à 61 ans, mais on verra dans 10 ans ce que je pourrais dire. Voilà, c'est un coup de bouclier, hein, ça n'a rien à voir. C'est un bleu. Mais voilà, donc toi, c'est quelqu'un il fait la japonaise. Tu as des étudiants, ils ont une tête comme ça, ils ont un ego comme ça, les étudiants en médecine, et lui il arrive, il dit, on vous a dit ça, ok, regardez comment je suis. Et je fais pas ce que vous dites, ce qu'on vous a appris, regardez. Voilà, c'est ça, c'est à la japonaise. À la japonaise, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir.
Et moi j'aime bien comme ça, quoi. Les gens qui ont une grande bouche, j'ai ok c'est bien, mais moi je te dis que c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Et l'avenir te prouvera, et j'espère que ça te prouvera, parce que sinon ça te prouvera dans une autre vie. Il faudra que tu reviennes t'incarner pour comprendre que tu avais tort. Ah merde. J'y retourne là. T'imagines, t'es avec la même femme, la même belle-mère, et qui se réincarne aussi. Les mêmes conneries. Alors, ça va être quelque chose. On va arrêter là parce que ça va faire beaucoup là, non? Ouais, je pense que les internautes ils ont arrêté. Hein. Ça filme toujours? Oh là les pauvres. Allez, on a pitié de. Il y en a deux trois qui seront endormis, je pense. Merci Pierre. Merci Bernard. Et puis merci Charlie pour filmer. Tu peux couper. Allez, bonsoir à tous les internautes. Bonsoir.